Bonjour et bienvenue à la capsule d'information sur la dépression version webinaire. Je me présente, Joanie Couture, je suis intervenante à la Boussole. La Boussole, c'est un organisme de Québec qui vient en aide aux gens qui ont un proche atteint d'une maladie mentale ou d'un problème de santé mentale. Donc, le plan de la rencontre d'aujourd'hui, on va voir la définition du trouble, les manifestations, le rétablissement en santé mentale et les répercussions sur la famille et l'entourage. Donc, pour commencer au niveau de la dépression, on va un petit peu le distinguer ensemble, déprime ou dépression. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un état de déprime est normal. Dans le fond, c'est une réponse à certains facteurs de stress dans la vie. Donc, ça peut être normal après le décès de quelqu'un, une rupture amoureuse, un stress au travail, la perte d'un emploi. Donc, plusieurs situations comme ça, stressantes, peuvent amener à avoir des manifestations de déprime qui vont être normales. Donc, tout le monde peut vivre ça à un certain moment dans sa vie et c'est un état qui va être passager. Alors que quand on parle un petit peu plus de la dépression, ben, c'est une maladie qui fait partie des troubles de l'humeur. La personne va avoir une profonde détresse et une souffrance. Ça va avoir des répercussions sur sa personnalité, sa façon d'agir, ses perceptions. Ça peut amener la personne aussi à voir justement que les manifestations et la souffrance vont prendre tellement de place que la personne va avoir de la difficulté à répondre à ses obligations, autant professionnelles au travail, études, qu'au niveau familial et personnel. Puis ça va aussi amener la personne à avoir des difficultés dans ses activités, que ce soit sociales, éducatives, ses passe-temps, donc à remplir ses obligations là, habituelles. Donc, on parle souvent aussi de facteurs de risque au niveau de la santé mentale. Donc, il y a trois grandes familles là, de facteurs de risque. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est les facteurs sociaux, les facteurs biologiques et les facteurs psychologiques qui sont présents. Avant de vous les expliquer, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de facteurs de risque, c'est quelque chose qui va augmenter le risque pour une personne, mais ce ne sera pas nécessairement cause à effet, donc obligatoire de dire que si une personne a un de ces facteurs de risque-là, ça veut dire que c'est automatique qu'elle va avoir une problématique de dépression ou autre difficulté. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Là, on parle vraiment d'un facteur de risque et non de quelque chose de cause à effet. Donc, on commence par les facteurs biologiques. Donc, dans les facteurs biologiques, il y a premièrement la vulnérabilité génétique. Donc, ça peut être si on a des membres de notre entourage qui ont des problèmes de santé mentale, donc ça peut faire partie d'une vulnérabilité. Le mauvais fonctionnement des neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, c'est ce qui permet au cerveau de bien fonctionner. Donc, quand on parle de la chimie du cerveau, ça va être là, le travail des neurotransmetteurs. Donc, s'il y a un mauvais fonctionnement, ça peut créer une vulnérabilité pour la personne. Les variations hormonales, donc par exemple la grossesse, c'est un moment où il y a une variation hormonale pour les femmes, donc ça peut être une période aussi qui crée une vulnérabilité. La vulnérabilité au stress, donc quand on parle que les stresseurs parfois peuvent amener certaines émotions, peuvent amener des difficultés, c'est des périodes d'adaptation. Donc quelqu'un qui est plus vulnérable au stress, bien, ça peut amener une plus grande vulnérabilité dans certains événements parce qu'elle va être plus stressée qu'une autre personne, par exemple. Et le dysfonctionnement de la glande thyroïde, donc c'est une maladie physique, mais qui peut amener la personne à avoir des manifestations qu'on voit dans la dépression. Donc, ça peut être aussi là, un facteur qui est présent biologiquement, puis qui va amener la personne à avoir des manifestations. Les facteurs psychologiques, donc il y a premièrement la personnalité de la personne. Donc, face à certains événements, ben, c'est quoi la façon de percevoir la personne? Comment elle va réagir à la situation? Est-ce qu'elle va chercher de l'aide? Est-ce qu'elle se renferme sur elle-même? Est-ce que c'est une personne qui voit ça positivement ou plus négativement? Donc, un petit peu dans sa personnalité, ça va venir teinter un petit peu la situation et dépendant si c'est positif ou négatif, bien, ça peut être un facteur de vulnérabilité.
Il y a aussi la pensée de la personne, donc comme on dit un petit peu, c'est quoi ses interprétations, sa compréhension de la situation. Si la personne a une difficulté en lien avec son estime d'elle-même, elle ne se fait pas confiance, ça peut être une vulnérabilité. Et l'historique de la personne, donc si on a déjà fait une dépression, bien, c'est sûr qu'on a une vulnérabilité qui est présente là, à ce moment-là. Puis, en fait, ce que j'aime aussi souligner, là, c'est qu'on vient de parler des facteurs de risque. Qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui identifie certains facteurs de risque, bien, c'est sûr qu'on peut se mettre des facteurs de protection aussi quand on parle d'aller chercher de l'aide, le soutien des proches. Donc, il y a toujours aussi moyen d'essayer de mettre en place là, des facteurs de protection. Par la suite, il y a les facteurs sociaux qui sont les événements extérieurs à l'individu. Là, on a vu un petit peu plus sa personnalité, l'aspect génétique, biologique. Là, ça, c'est la personne elle-même, mais il y a aussi des choses que la personne n'aura pas de contrôle. Donc, quand on parlait des stresseurs, des situations qui se passent, on n'a pas nécessairement de contrôle là-dessus. Donc, le décès d'une personne, des séparations, perte d'emploi, problèmes financiers, le décès d'une personne qu'on aime, les conflits familiaux, donc tous les stresseurs qu'on peut vivre. Avoir une blessure ou une maladie. Nos habitudes de vie vont aussi influencer la situation. Donc, ça peut être est-ce que je consomme, mon hygiène de vie, tout ça va venir jouer un petit peu. La médication, la consommation d'alcool ou de drogue, les relations interpersonnelles, puis les valeurs sociales, si on a un niveau de stress élevé, puis par exemple la pression, si on pense que les autres nous mettent de la pression et tout ça, l'espèce de pression extérieure là, qu'on peut se mettre. Il y a aussi les relations avec les autres. Donc, est-ce qu'on a des conflits avec les autres? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on a du soutien? Il y a les valeurs sociales aussi. Est-ce que on sent qu'il y a de la pression, un niveau de stress qui est élevé? Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on parle des facteurs de risque, mais à tout moment, on peut aussi développer des facteurs de protection. Donc, si par exemple, je vais prendre le réseau interpersonnel, bien, si je n'ai pas beaucoup de gens autour de moi, bien, je le développe. Est-ce que je vais vers des organismes communautaires chercher de l'aide? Donc, des réseaux de soutien. Donc, je peux aller développer ça puis essayer de trouver aussi des facteurs de protection. Donc, quelles sont les manifestations qui peuvent être présentes au niveau de la dépression? Donc, comme vous voyez, on ne parle pas nécessairement de symptômes, de critères diagnostiques, c'est vraiment plus les manifestations qu'on peut observer en tant que membre de l'entourage. Donc, on va parler là, des émotions négatives qui peuvent se traduire de plusieurs façons. Donc, le sentiment d'être inutile, d'être rejeté, de se sentir impuissant par rapport aux situations, désespéré, la tristesse, d'être insatisfait de façon générale. Donc, la personne voit difficilement du positif. Elle peut devenir plus irritable et avoir une plus faible estime d'elle-même à ce moment-là, se faire moins confiance. Par la suite, on peut parler aussi des idées suicidaires. Donc oui, on parle des émotions négatives, mais pour certaines personnes, quand ces émotions négatives-là vont prendre beaucoup de place, bien, ils peuvent en venir à avoir des idées suicidaires. Ce qu'il faut comprendre au niveau des idées suicidaires, c'est que la personne ne voit pas de solution pour mettre fin à sa souffrance. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle peut envisager que le suicide pourrait être l'option pour mettre fin à ses souffrances. Ce n'est pas nécessairement mettre fin à sa vie que la personne désire, mais c'est vraiment qu'elle veut arrêter de souffrir. Fait que quand on parlait justement au tout début de la différence entre déprime et dépression, mais au niveau de la dépression, c'est vraiment la souffrance là, qui va être présente chez la personne et ça peut amener là, des idées suicidaires. Au niveau aussi du sommeil, ça peut amener, là, souvent on entend beaucoup parler de l'hypersomnie, donc la personne qui va dormir beaucoup, qui va se sentir fatiguée, mais il peut aussi avoir l'insomnie, parce qu'on parlait tantôt de stresseurs, donc
souvent, il peut y avoir des événements stressants qui sont présents, puis ça peut amener la personne justement à avoir même si elle est très, très fatiguée, à avoir de la difficulté à s'endormir parce qu'elle est préoccupée, donc on peut faire de l'insomnie. Fatigue ou perte d'énergie que la personne va nommer. Sentiment là, de dévalorisation ou de culpabilité. Donc, la personne va se dévaloriser, dire que, par exemple, qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'est pas capable de surmonter les choses. Donc, va vraiment se dénigrer, se dévaloriser. Puis, ça peut être aussi se sentir coupable. Des fois, on parle, la personne peut sentir qu'elle est un fardeau pour son entourage aussi. Perte d'intérêt ou de plaisir. Donc, ce qui va arriver, c'est que la personne va avoir une perte d'intérêt, puis du sentiment de quand on fait des activités que c'est plaisant. Dans ses activités, soit sociales, dans ses relations avec les autres. Donc, ce qui peut se produire, c'est que la personne va finir par délaisser ses activités puis ses relations interpersonnelles parce qu'il y a une perte d'intérêt. Puis on peut le mélanger aussi à la fatigue. Là. Donc, la personne va commencer, là, on voit isolement aussi, donc ça peut amener la personne à s'isoler davantage. On va parler de perte de poids quand la personne, justement, son appétit diminue et la personne mange moins. Et à l'inverse, la personne peut prendre du poids si elle se met à manger davantage que d'habitude de façon, là, comme on dit, significative. Ça peut amener une difficulté à se concentrer puis à prendre des décisions. Au niveau des décisions, c'est que la personne, on parlait tout à l'heure des émotions négatives, mais elle peut avoir la difficulté à voir les aspects positifs. Donc, ça devient difficile des fois de choisir quelle serait la meilleure solution parce qu'il y en a plus ou moins qui apparaissent idéales pour la personne ou parce qu'il y a un manque d'intérêt. Puis, on parle aussi d'agitation ou de ralentissement psychomoteur. Donc, la personne, des fois, on va dire à la personne, ça est plus au ralenti, c'est plus long faire les choses, donc il y a vraiment un ralentissement qui peut se produire, puis une agitation des fois, là, d'avoir de la difficulté à rester en place, par exemple, et tout ça, on peut lier à l'anxiété aussi. Rapidement, là, comme on dit, sans rentrer dans les détails, juste pour vous donner une idée là, des différents diagnostics qui sont en lien avec la dépression. Il y a le trouble dépressif caractérisé qu'on appelait communément la dépression majeure. Il y a le trouble dépressif persistant, la dépression saisonnière et la dépression péripartum, donc qui est suite à la naissance d'un enfant. Les voies du rétablissement. Donc, au niveau de la santé mentale, on parle de rétablissement parce que la personne va majoritairement, on le voyait tout à l'heure dans les vulnérabilités, si on a déjà fait une dépression, c'est un facteur de vulnérabilité. Donc, la personne va vivre avec cette vulnérabilité-là. Donc, c'est comment gérer la situation, comment mettre en place des choses pour se sentir bien, fonctionner le mieux possible malgré la vulnérabilité qu'on a ou le problème de santé mentale. Donc, il y a plusieurs traitements possibles qui peuvent être aidants dans le rétablissement de la personne. Donc, il y a l'aspect de la psychothérapie, qu'elle soit individuelle ou de groupe. L'objectif étant d'aider la personne justement à retrouver un équilibre, retrouver un rythme de vie qui lui convient, qui lui satisfait. Fait que ça peut être au niveau de la gestion des émotions, gestion de sa routine de vie, donc comment adapter tout ça, gestion des relations interpersonnelles, donc plein de choses qui peuvent être aidantes que la personne veut travailler. On va parler de la pharmacothérapie, donc qui est la médication. Qui peut être aidante pour aider la personne à gérer les symptômes de dépression. Donc, au niveau de la dépression, on parle majoritairement de la famille des antidépresseurs, qui est là pour aider la personne à gérer ses symptômes. On parle encore aujourd'hui d'électroconvulsivothérapie, qu'on appelait avant les électrochocs. Donc, il faut comprendre que ça peut être encore utilisé aujourd'hui. Majoritairement, c'est quand les autres, mettons, le traitement pharmacologique n'a pas été aidant pour la personne, on peut envisager
l'électroconvulsivothérapie, mais c'est mieux géré là, que ce qu'on connaissait dans le passé. Il faut se rassurer, mais c'est quand même quelque chose qui peut rester disponible pour aider les gens. Ensuite, on parle aussi de l'hospitalisation, qui est habituellement un traitement à court terme. Donc, ça peut être durant une période de crise. Mettons, la personne elle a des idées suicidaires ou des choses comme ça. Donc, une période de crise où la personne peut être hospitalisée pour sa sécurité, pour adapter, par exemple, une hospitalisation pour adapter la médication, l'ajuster. Donc, ça peut être une période nécessaire dans le rétablissement de la personne. Puis quand on parle de rétablissement, santé mentale, on parle, bon, c'est quoi les ingrédients là, obligatoires pour le rétablissement? Bien, c'est sûr que c'est d'avoir de l'espoir en l'avenir, de l'espoir que la situation peut s'améliorer, qu'on peut trouver un mode de vie qui nous satisfait, dans lequel on se sent bien, puis heureux. Donc, c'est aussi de redéfinir son identité. Des fois, ça demande aux gens de redéfinir un petit peu leur mode de vie, leur routine, ça peut être leur emploi. Donc, des fois, il y a des choses qui vont être à réévaluer. Découverte d'un sens à la vie, là, ça a l'air quand même gros, mais ça peut être de dire un projet de vie. C'est quoi nos objectifs? Donc, ça, c'est important. Et en dernier, bien, ça, c'est l'ingrédient obligatoire. On parle de la responsabilité dans le rétablissement. Donc, c'est la personne qui est responsable de son propre établissement. Comme membre de l'entourage, on peut être là comme personne accompagnatrice pour soutenir la personne dans son rétablissement, mais on ne peut pas faire le rétablissement pour la personne. Donc, elle doit absolument s'impliquer dans le rétablissement pour qu'il y ait un résultat. Puis, il faut comprendre aussi qu'au niveau du rétablissement, ce n'est pas un processus en ligne droite où la personne avance direct dans son rétablissement, ça va juste en s'améliorant. Ça peut être un parcours avec des détours, des périodes d'arrêt où on peut avoir l'impression des fois que la personne, oups, ça refait des pas en arrière, fait des pas en avant. Donc, c'est un processus qui est personnel à chacun. Puis chacun a son rythme aussi. Donc, il faut quand même prendre toujours ça en considération là, quand on accompagne une personne, que ça se peut qu'il y ait, que ce soit un parcours un petit peu sinueux ou avec des détours dans le rétablissement. On va parler aussi des répercussions possibles sur les familles. C'est certain que chaque famille, chaque membre de l'entourage est différent. Il peut y avoir une étape de deuil de la personne sans sa maladie, son problème de santé mentale, des fois un deuil de choses qu'on pouvait avoir espérées pour la personne, puis elle a peut-être reconsidéré. Donc, dépendant des gens, ça va être une étape qui va être présente. Chacun va à son rythme. On parle autant de la personne qui a une problématique de santé mentale, on parlait de son rétablissement, mais même en tant que membre de l'entourage, chacun va avoir son rythme dans le processus d'accepter le problème de santé mentale de notre proche, dans l'accompagnement. Donc, il peut y avoir des divergences d'opinion entre chacun. Donc, il faut quand même aussi respecter le rythme différent dans la famille. Ça peut avoir aussi un impact différent selon le lien qu'on a avec la personne. Est-ce qu'on est un parent, un frère et sœur, un ami, un conjoint, une conjointe? Donc, ça peut venir jouer aussi sur l'impact que ça va avoir sur nous. Ça peut demander aussi de se repositionner dans la relation. C'est quoi mon rôle si je suis un parent avec un jeune adulte, un conjoint, un ami, une sœur? C'est où, jusqu'où mon implication, sont où mes limites? Donc, des fois, on a à redéfinir ça dans la relation. Puis, ça peut créer aussi parfois des dynamiques qui sont plus difficiles au niveau relationnel ou dans la famille. Donc, ça peut amener là, une certaine difficulté. Il y a différentes réactions aussi des proches là, qui peuvent être possibles. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des réactions là, assez différentes, mais tout aussi normales les unes que les autres. C'est plus des fois selon notre personnalité, où on est rendu dans le processus aussi. Est-ce qu'on vient d'apprendre
le diagnostic d'une personne? Est-ce qu'on l'accompagne depuis plusieurs années? On parlait du rôle tout à l'heure, l'impact va être différent. Fait, tout ça va venir affecter puis rendre différentes les réactions de chacun. Puis comme je le mets tout à l'heure, mais ils peuvent être tout aussi normales les unes que les autres, même si, surprenamment, ils peuvent être à l'extrême aussi, ces réactions-là, à deux extrémités. Donc, on va parler de l'impuissance, de se sentir qu'on ne peut pas agir, on n'a pas de contrôle sur la situation, de se sentir en colère, la peur, la confusion, de ne pas comprendre pourquoi ça arrive à un proche. On peut se sentir coupable aussi. Parfois, j'entends beaucoup de familles dire qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc, on peut avoir un sentiment de culpabilité par rapport à la situation, de ne pas se sentir compétent, de dire je sens que je ne peux pas aider la personne ou je ne suis pas capable de l'aider. On peut parler de honte, puis tout aussi là, les réactions qui peuvent être en lien avec la dépression, la déprime, l'anxiété, la fatigue, l'épuisement et le découragement. Donc, ça aussi, ça peut être présent. On va parler aussi d'hypervigilance. Donc, ça peut être de se surengager dans la situation, de vouloir surprotéger la personne. Donc, ça peut être une façon de réagir aussi qu'on a plus dans la protection de la personne. Comme je vous dis, on parle des fois de deux extrémités dans les réactions. Il y en a certains aussi qu'on va aller vers le désengagement, l'envie d'abandonner, de se sentir pris au piège, donc des fois de vouloir couper les ponts. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est présent. Il y a aussi des émotions qui sont en lien avec plus le système de santé, donc face à l'incompréhension de comment ça fonctionne, est-ce que parfois on est inclus ou pas comme membre de l'entourage dans le traitement. Donc ça peut venir aussi amener des fois des sentiments un petit peu plus difficiles au niveau du système là, de santé face un petit peu à l'incompréhension de comment ça fonctionne, les services qui sont offerts aux proches. Puis difficulté à trouver sa bonne distance dans la relation. Donc, comme vous voyez, on a des choses, on parle de la surprotection ou des engagements. Donc, ce qui est l'idéal, c'est de trouver une implication dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Puis des fois, je peux être présent pour la personne, mais sans nécessairement aller dans l'épuisement. Donc, ça, c'est un défi là, de trouver la bonne distance là, dans la relation avec la personne. Donc, vous avez ici là, les références utilisées pour le contenu de la présentation. Donc, comme je vous ai nommé là, au tout début, l'organisme La Boussole. Donc, si vous avez des questions au niveau du contenu de l'information qui a été donnée aujourd'hui ou par rapport au fait d'un besoin de ventiler, par rapport à une situation que vous avez vécue et tout ça, c'est de ne pas hésiter à nous contacter à La Boussole. Vous pouvez aller sur notre site Internet qui est affiché à l'écran, là, donc le www.laboussole.ca. Sinon, il y a deux façons de communiquer avec un intervenant de La Boussole. Donc, vous pouvez communiquer par le téléphone au 418-523-1502 ou il y a une adresse courriel qui est intervention@laboussole.ca. Donc, les services qu'on peut vous offrir à La Boussole, c'est d'appeler. Là, dans le fond, on a une ligne d'écoute 24 heures sur 24. Donc, de jour, durant les heures de bureau, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 1h à 16h30. C'est une intervenante là, qui répond aux appels téléphoniques. Et le soir, la nuit et la fin de semaine, il y a une équipe de bénévoles qui est proche aidante, donc qui ont aussi un proche avec un problème de santé mentale, qui peuvent vous répondre au téléphone pour vous écouter. Donc, je vous invite à appeler, puis une intervenante là, qui va pouvoir évaluer avec vous vos besoins, que ce soit ligne d'écoute, suivi individuel, groupe d'entraide, capsule d'information. Donc, on a plusieurs services qui sont disponibles pour vous. Puis, vous pouvez aussi nous suivre là, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Donc, c'est de ne pas hésiter à communiquer avec nous au besoin.